Ignorant que mon mari ne savait pas que je possédais secrètement l'appartement de 2 millions de dollars, il a emménagé avec sa maîtresse enceinte. Ce que j'ai fait ensuite les a laissés sans rien. Il ne s'est pas contenté de la tromper. Il a emmené une femme enceinte dans un appartement de 2 millions de dollars, a posé ses clés sur la table d'entrée comme un roi revenant dans son palais et a dit à sa femme de faire ses valises afin qu'ils puissent donner leur chambre à quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, Emily Carter est rentrée chez elle après avoir fait quelques courses. Les cheveux tirés en arrière, les manches retroussées, l'esprit déjà tourné vers le dîner et la conversation tranquille qu'elle avait prévu d'avoir avec son mari. Elle était fatiguée, sereine, et s'accrochait encore à l'image qu'elle croyait connaître de Mark. Au lieu de cela, elle a ouvert la porte et a entendu le rire d'une inconnue provenant du salon. Une pomme a glissé de son sac et a roulé sur le sol tandis qu'une jeune femme sortait. Une main sur son ventre, les yeux pleins d'espoir, nourris par des promesses qu'Emily n'avait jamais entendues. Derrière elle, Mark apparut, détendu, à l'aise, debout, au milieu de l'appartement comme un homme faisant visiter une propriété qu'il croyait lui appartenir. « C'est donc ici que nous allons vivre ?» demanda doucement la femme. Mark ne broncha pas. Il n'avait pas l'air honteux. Il regarda Emily dans les yeux et dit « Presque ennuyé, tu dois nous laisser un peu d'espace pendant quelque temps. » Il pensait améliorer sa vie. Il pensait qu'Emily quitterait tranquillement son propre appartement. Il pensait que cet appartement, ses murs, cette vue, tout cela existait grâce à lui. Ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'était cela. La femme qu'il essayait de pousser vers la sortie était l'unique propriétaire légal de cet appartement de 2 millions de dollars. Un héritage signé à son nom, bien avant qu'il ne détienne une copie des clés. Pendant des années, Emily avait agi avec douceur, sans rien dire, gardant ses documents, son avocat et sa véritable position cachée comme un bouclier silencieux. Il croyait qu'elle était impuissante. Il croyait qu'elle n'avait nulle part où aller et rien sur quoi s'appuyer. Il ne savait pas qu'elle avait déjà rassemblé tous les papiers, toutes les clauses et tous les éléments de vérité dont elle aurait besoin, non seulement pour se protéger, mais aussi pour s'assurer que les personnes qui étaient entrées chez elle par le mensonge ne repartiraient pas avec quoi que ce soit qui lui appartenait. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme si vous laissiez la force d'Emily cachée derrière des portes closes. En cliquant sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les personnes qui ont été trahies dans leur propre maison, mais qui ont choisi la stratégie plutôt que les cris, les preuves plutôt que la panique, et la dignité plutôt que le désespoir. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Les mains d'Emily tremblaient avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. Une vague de chaleur lui monta soudainement à la poitrine. Le genre de chaleur qui envahit une personne juste avant qu'une vérité qu'elle a évitée ne se présente enfin à elle. Elle resta figée à côté de la grande bibliothèque de son salon, agrippant le bord si fort que ses jointures blanchirent. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond, un vieil instinct qui se réveillait. Emily Carter, 35 ans, calme de nature et douce d'esprit, était une femme capable de traverser les tempêtes sans élever la voix. Les gens la décrivaient comme quelqu'un de stable, réfléchi, qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle vivait tranquillement, sans jamais attirer l'attention sur elle, sans jamais exhiber ce qu'elle possédait, et c'était intentionnel. Sa grand-mère l'avait élevée pour qu'elle se comporte avec douceur, même lorsque le monde était bruyant. Elle vivait dans un appartement de 2 millions de dollars, mais personne qui la rencontrait ne l'aurait deviné. Les sols étaient cirés, les fenêtres larges, la vue magnifique, mais il n'y avait aucun signe ostentatoire de richesse. Ses vêtements étaient simples. Elle portait un petit collier en argent, rien de griffé, juste un bijou délicat hérité de sa grand-mère. Elle ne recherchait ni le luxe ni la reconnaissance. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait hérité de bien plus que de l'argent. Elle avait hérité de la discipline, de la retenue et d'une façon de voir la vie qui la protégeait de la cupidité. Les agents immobiliers lui avaient dit plus d'une fois « Cette maison vaut au moins 2 millions ». Emily avait simplement hoché la tête, les avait remerciés et avait repris sa vie comme si la valeur de sa maison n'était qu'un chiffre sur un papier, et non son identité. Mais en cet après-midi tranquille, quelque chose en elle s'était réveillé, lui rappelant que les bénédictions pouvaient aussi devenir des cibles si elles n'étaient pas bien protégées. Son esprit revint à l'époque où elle avait 21 ans.
l'odeur de l'antiseptique de l'hôpital, le doux bip des moniteurs. Sa grand-mère, son ancrage, son professeur, allongé, faible, mais toujours avec ce regard vif et clair. « Écoute-moi bien », lui avait murmuré sa grand-mère, d'une voix faible mais pleine de puissance. « Ne laisse personne calculer ta valeur à ta place. Protège ce que tu as et qui tu es. » Hailey se souvenait avoir serré sa main très fort, les larmes brûlant ses yeux. La vieille femme avait toujours été sage. Mais ce jour-là, ses paroles semblaient plus lourdes, comme si elles étaient destinées à quelque chose qu'Emily n'avait pas encore vécu. La porte s'ouvrit doucement et l'avocat de longue date de sa grand-mère, Jonathan Hale, entra. C'était un homme grand, dans la cinquantaine, au regard calme et à la voix posée. Il faisait partie de leur vie depuis des années, s'occupant des affaires familiales avec une discrétion attentionnée. « Emily », dit-il doucement en s'approchant, une enveloppe scellée à la main. « Elle voulait que tu aies ça tout de suite. » Emily prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Jonathan baissa la voix, jetant un coup d'œil à sa grand-mère, qui avait finalement fermé les yeux pour se reposer. « Cet appartement », murmura-t-il en tapotant légèrement l'enveloppe. « Celui qui vaut aujourd'hui environ 2 millions de dollars. Ne le mets jamais au nom d'une autre personne. Garde-le à part. Garde-le en sécurité. » Ta grand-mère était très claire à ce sujet. « Les titres de propriété resteront dans mon bureau. Tu auras des copies chez toi si jamais tu en as besoin. » À l'époque, Emily ne comprenait pas tout à fait pourquoi c'était si important. Elle n'avait pas pensé au mariage. Elle n'avait pas encore imaginé partager sa vie avec quelqu'un. Mais elle écoutait. Elle écoutait toujours. Ce jour-là, elle devint la propriétaire légale de l'appartement de 2 millions de dollars, le dernier cadeau soigneusement protégé de sa grand-mère. Et à partir de ce moment, elle l'a protégé comme elle protégeait son cœur. Elle ne s'en est jamais vantée, n'en a jamais parlé à personne, n'a jamais mentionné le prix à ses amis, à ses collègues, ni même à l'homme qu'elle a épousé plus tard. Mark Carter, son mari depuis 6 ans, un homme qui était entré dans sa vie avec un sourire facile, des blagues rapides et une façon de la faire se sentir vue après de longues années de vie tranquille. Au début, il avait admiré son calme, sa loyauté, sa douceur et son attention envers les autres. Il disait qu'elle lui donnait un sentiment de stabilité et d'équilibre, mais Emily avait toujours senti une certaine fragilité sous son charme et une insécurité qu'il essayait de cacher derrière ses rires et ses compliments. Elle se souvenait de la première fois où il avait passé la nuit chez elle, de la façon dont il avait regardé autour de lui dans l'appartement et avait laissé échapper un sifflement admiratif. « Waouh !» avait-il dit avec un sourire. « Tu sais vraiment comment rendre un endroit chaleureux. » Elle avait alors souri, sans rien dire au sujet des papiers de propriété qui ne portaient que son nom. Elle ne lui avait pas dit que les agents immobiliers considéraient cet espace comme un bien de 2 millions de dollars. Elle ne lui avait pas révélé que cette maison était son héritage, sa sécurité, la dernière protection de sa grand-mère, enveloppée dans des briques et des murs. Elle croyait que l'amour n'avait pas besoin d'analyse financière. Elle croyait que la confiance suffisait pour construire une vie. Et elle croyait que Mark l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour l'endroit où elle vivait. Mais le tremblement de ses mains aujourd'hui racontait une autre histoire. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas la nervosité. C'était un souvenir, un avertissement, un instinct. Elle s'était forcée à respirer lentement, en inspirant profondément. Elle leva la main et toucha son collier, le vieux pendentif en argent, se recentrant comme elle le faisait toujours lorsque le monde lui semblait incertain. Puis un bruit rompit le silence, un bruit sourd provenant de la cuisine, comme un téléphone vibrant violemment contre le comptoir. Emily se tourna vers le bruit, son cœur s'apaisant dans un rythme étrange et régulier, tandis que son esprit s'aiguisait comme une lame. Une voix calme en elle murmura, non pas avec peur, mais avec certitude. Quelque chose dans cette maison de 2 millions de dollars était sur le point de changer. Et alors qu'elle s'avançait vers le couloir menant à la cuisine, elle ne pouvait se défaire du sentiment que la vérité qu'elle avait évitée pendant des années la rattrapait enfin. Petit à petit, le téléphone sonna avec une vibration aiguë qui transperça l'air. Il n'était pas fort, mais la façon dont il vibrait sur le comptoir de la cuisine fit sursauter Emily comme si quelque chose de dangereux était entré dans la pièce. Elle n'était qu'à quelques pas,
lorsque Marc se précipita depuis le couloir et attrapa le téléphone si vite qu'il lui glissa légèrement des mains. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration s'accéléra et, pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour qu'Émilie le remarque, la peur traversa son visage. Puis il esquissa un sourire forcé. « Je m'en occupe », dit-il d'une voix trop rapide, trop contrôlée, sans la regarder dans les yeux. Il sortit de la cuisine et ferma presque complètement la porte derrière lui. Il ne la claqua pas, ni ne la ferma doucement, juste assez pour créer une barrière. L'intensité du moment planait comme un avertissement. Émilie resta complètement immobile, les doigts posés sur le dossier d'une chaise, écoutant la voix étouffée de l'autre côté de la porte. Le ton de Marc baissa. Il ne parlait pas comme un mari s'adressant à un ami ou à un collègue. Il semblait prudent, doux, réconfortant. Elle se pencha légèrement vers l'avant. « On va trouver une solution », murmura-t-il. « Tiens bon !» Son estomac se noua. Marc Carter, 37 ans, son mari depuis 6 ans, avait toujours été un homme plein de contradictions. Assez charmant pour séduire tout le monde, assez drôle pour faire sourire des inconnus, mais incohérent d'une manière qui laissait de petites ombres derrière lui. Il pouvait être chaleureux et affectueux à un moment, distant et inaccessible l'instant d'après. Émilie avait toujours mis cela sur le compte du stress, du travail, de la vie, de la pression, des choses qu'elle ne voulait pas amplifier plus qu'elle ne l'était. Mais aujourd'hui, en le voyant serrer son téléphone comme une bouée de sauvetage, elle ressentit un léger frémissement de doute. Marc revint dans la cuisine, les joues rouges comme s'il avait couru. Il passa une main dans ses cheveux et lui adressa un sourire facile, du genre destiné à distraire, pas à rassurer. « C'est juste pour le travail », dit-il trop rapidement. « Rien d'important. » Il l'embrassa sur la joue et prit un verre d'eau. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il le souleva. Émilie voyait tout. Elle voyait toujours tout. Elle choisissait simplement de ne pas parler de choses qu'elle ne pouvait pas prouver, pas encore. Plus tard dans la soirée, Marc était assis sur le canapé, parcourant son téléphone. Émilie, assise à la table à manger en train de payer des factures, remarqua quelque chose d'étrange sur leur compte commun. Une dépense récurrente, même montant, même description chaque mois. Consultation médicale. Émilie fronça les sourcils. Aucun d'eux n'était allé chez le médecin récemment. Elle se pencha vers l'écran pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. Une autre dépense, même endroit, même description, même nom de clinique qu'elle ne reconnaissait pas. Ses doigts s'arrêtèrent au-dessus du clavier. Un soupçon discret lui traversa l'esprit. Lorsqu'elle leva les yeux, Marc s'était déplacé sur le canapé, détournant légèrement son écran d'elle. Il n'était pas subtil. Il n'essayait pas de l'être car il pensait qu'elle lui faisait entièrement confiance, ce qui était le cas. Mais elle avait appris depuis longtemps que la confiance ne signifiait pas l'aveuglement. « Tout va bien ?» demanda Émilie doucement. « Oui, je suis juste fatiguée. » Sa réponse était fluide, bien rodée. Il ne lui jeta même pas un regard, une autre micro-fissure, un autre avertissement silencieux. L'après-midi suivant, la fissure s'agrandit. Émilie apporta le panier à linge dans la chambre. L'atmosphère semblait calme, ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ouvre le panier. Au début, elle plongea la main sans réfléchir. Puis, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inconnu. Lisse, soyeux et parfumé, d'une fragrance florale qu'elle ne possédait pas. Elle en sortit un foulard pour femme, élégant, doux, neuf, qui ne lui appartenait pas. Émilie retint son souffle. Le foulard, rose pâle avec des coutures délicates, semblait déplacé entre ses mains, comme un indice laissé là exprès. Elle le fixa, les yeux légèrement plissés, l'esprit parcourant ses souvenirs, les moments récents, les commentaires étranges, les comportements inexplicables. Quelqu'un d'autre était-il venu chez eux? Non. Quelqu'un avait été suffisamment proche de Marc pour laisser cela derrière lui. Émilie ne le confronta pas. Ses émotions n'explosèrent pas vers l'extérieur. Elles se replièrent vers l'intérieur, devenant plus vives, plus froides, plus claires. Elle plia l'écharpe lentement, presque délicatement, et la rangea dans son tiroir. En fermant le tiroir, elle murmura, à peine audible. Si c'est la vérité, elle finira toujours par revenir. Sa voix ne trahissait aucune colère, seulement une certitude. Cette nuit-là, Marc changea le mot de passe de son téléphone. Il ne l'annonça pas. Il ne le cacha pas non plus. Il tapa simplement quelque chose de différent. L'écran brillait dans le salon plongé dans l'obscurité. Émilie le vit depuis le couloir. Il ne remarqua pas qu'elle l'observait.
Pour la première fois depuis leur mariage, elle sentit quelque chose se glisser entre eux, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle caressa le collier en argent autour de son cou, s'ancrant dans le souvenir de la voix de sa grand-mère. « Protège ce que tu as et qui tu es. » Émilie retourna dans la chambre, l'air calme, mais le cœur éveillé par une nouvelle prise de conscience. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, une pensée silencieuse se forma, douce mais lourde. Ce n'était que le début. Le son la frappa comme une lame, tranchant, soudain, impossible à ignorer. Émilie venait d'entrer dans le couloir avec des serviettes pliées lorsque la voix de Marc rompit le silence de l'appartement. Elle n'était ni en colère, ni stressée. Elle était douce. Trop douce. Le genre de ton qu'un homme utilise lorsqu'il veut que quelqu'un se sente en sécurité, désiré, choisi. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-il. Tout va s'arranger. Je t'ai dit que nous élèverions le bébé ensemble. » La serviette glissa des mains d'Émilie et se dispersa sur le parquet. « Un bébé ?» Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle se demanda s'il pouvait l'entendre à travers le mur. Elle s'approcha, non pas pour espionner, mais parce que ses jambes la portaient sans qu'elle y pense. Elle essaya de ralentir sa respiration, mais son corps refusait de se calmer. À l'intérieur de la pièce, Marc continuait de parler, sa voix empreinte de chaleur. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des mois. « Je prendrai soin de toi, je te le promets. » Elle ne se doute de rien. Ces mots déchirèrent quelque chose en elle. Pendant un long moment, elle resta immobile. Son esprit fut envahi par une froide lucidité. Il ne réconfortait pas une collègue. Il ne réglait pas un problème familial. La douceur de son ton trahissait une intimité, quelque chose de partagé, quelque chose construit en secret. Et maintenant, un bébé. Son monde bascula. Mais elle ne s'effondra pas. Au contraire, tout ralentit. Elle s'effondra à côté des serviettes tombées par terre, appuyant sa paume sur le sol pour se stabiliser. Son regard se perdit dans le vague, dérivant vers ses souvenirs. Une autre époque, une autre version de Marc, avant que l'ombre ne s'installe entre eux. Ils étaient jeunes mariés, pleins d'espoir, assis sur le bord de leur lit, l'appartement baigné d'une douce lumière du soir. Marc avait fixé le sol pendant un long moment avant de finalement parler. « Parfois, murmura-t-il, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi. » Émilie se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi dis-tu cela? Tu gères tout toute seule. Tu ne te stresses pas. Tu ne te vantes pas. Tu ne comptes pas sur moi. » Il déglutit. « Ça me donne l'impression que je suis remplaçable, » dit-elle en prenant doucement sa main et en la pressant contre son cœur. « Marc, je t'ai choisi, » murmura-t-elle, « pas parce que j'ai besoin que tu fasses des choses pour moi. Je t'ai choisi parce que tu me fais me sentir moins seule. » Il embrassa son front. Elle croyait que ce moment avait tout changé. Mais peut-être que cela l'avait plutôt changé, lui. Peut-être que sa force tranquille le faisait se sentir petit. Peut-être que sa richesse cachée, même s'il n'en connaissait pas le montant, lui donnait l'impression d'être un invité plutôt qu'un pourvoyeur. Peut-être voulait-il quelqu'un qui l'admirait, quelqu'un qui avait besoin de lui, quelqu'un qui n'était pas elle. Émilie revint au présent en entendant à nouveau la voix grave de Marc. « Je vais bientôt lui dire quelque chose, fais-moi confiance. Nous aurons un endroit où vivre, j'ai tout prévu. » Son estomac se noua. Il ne se contentait pas de la tromper. Il faisait des projets d'avenir, des projets de famille sans elle. Elle eut le souffle coupé, mais resta immobile. Elle avait appris cela depuis longtemps. L'immobilité en dit plus long que la confrontation. L'appel prit fin. Elle l'entendit poser le téléphone, expirer profondément et se diriger vers la porte. Émilie se leva, ramassa les serviettes éparpillées et s'efforça de paraître calme. Lorsque la porte s'ouvrit, Marc eut l'air surpris de la voir. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « J'ai juste laissé tomber quelque chose. » Il acquiesça, soulagé de croire qu'elle lui faisait encore entièrement confiance. Émilie le regarda passer devant elle, observa la tension dans ses épaules, le coup d'œil rapide qu'il jeta à son téléphone, la panique subtile qu'il essayait de cacher, et elle sentit quelque chose changer en elle. C'était un sentiment calme mais ferme, ni de la colère, ni du désespoir, mais de la compréhension.
Les pièces du puzzle s'assemblaient. L'écharpe, les appels secrets, les frais récurrents à la clinique, l'insécurité dont il ne s'était jamais remis et maintenant le bébé. Elle plia la dernière serviette, ses mains à nouveau fermes. Alors qu'elle la posait sur l'étagère, une pensée douce lui traversa l'esprit, presque comme un murmure. S'il cachait un enfant, à quoi d'autre se préparait-il? Ce moment la frappa comme un violent choc, suffisamment violent pour lui couper le souffle. Émilie se réveilla en sursaut, avant le lever du soleil, le cœur battant comme si quelqu'un l'avait secoué de l'intérieur. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement dans l'appartement, mais son corps ressentait l'avertissement avant que son esprit ne le comprenne. Quelque chose allait arriver, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle s'assit, agrippant la couverture, la poitrine se soulevant et s'abaissant trop rapidement. Le souvenir du murmure de Marc « Nous élèverons le bébé ensemble » résonna à nouveau, tranchant le silence comme du verre brisé. Ses mains se crispèrent sur la couverture jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Pendant quelques secondes, l'intensité l'engloutit. Des images défilèrent dans son esprit. L'écharpe, les appels secrets, le bébé. Puis, lentement, très lentement, sa respiration se calma, son cœur se calma. Son expression passa du choc à quelque chose de plus vif, de plus calme, de plus dangereux. Elle n'allait pas s'effondrer, pas avant de connaître toute la vérité. Elle sortit doucement du lit et traversa l'appartement d'un pas décidé. Émilie ne pleura pas, elle ne cria pas, elle ne le confronta pas. Son silence n'était pas de la peur, c'était une stratégie. Elle l'avait apprise de sa grand-mère. Un esprit calme voit plus clairement. Elle prit le sac de l'ordinateur portable de Marc sur la chaise de la salle à manger, non pas pour le fouiller, mais pour voir ce qu'il contenait. Un nouvel agenda était glissé à l'intérieur, les bords usés par l'usage. Elle reposa le sac exactement comme il était et se dirigea vers le calendrier numérique commun sur leur ordinateur familial. Un rendez-vous chez le médecin chaque mois, intitulé « Consultation », toujours prévu dans la même clinique que celle qu'elle avait vue sur le relevé bancaire. Émilie posa ses mains sur le bureau. Ce n'étaient donc pas seulement les frais récurrents. Il avait planifié cela depuis des mois, de manière cohérente, secrète et minutieuse. Son cœur se serra, non plus sous le choc, mais sous l'effet de la lucidité, et elle se murmura « Tu n'étais pas seulement infidèle, tu t'es construit une autre vie. » Plus tard dans la matinée, après que Marc soit parti tôt, prétextant avoir des réunions toute la journée, Émilie s'habilla d'une main ferme, enfila un pull doux, un jean confortable, sans montrer le moindre signe de détresse. Elle attacha soigneusement ses cheveux, prit son sac et sortit. Elle n'allait pas le confronter sans preuve. Elle allait se préparer. Elle arriva dans un immeuble de bureau calme où un homme âgé aux cheveux argentés et au regard assuré l'accueillit d'un signe de tête chaleureux. Jonathan Hale, l'avocat de confiance de sa grand-mère et l'homme qui faisait partie de sa vie depuis son enfance. « Émilie, dit-il doucement, je ne t'attendais pas aujourd'hui. »« Je voulais mettre à jour mon testament, » répondit-elle d'une voix calme, serrant son sac contre elle. « Et j'ai besoin de conseils au sujet de mon mariage. » Jonathan scruta son visage. Il la connaissait depuis assez longtemps pour voir au-delà des apparences. Elle n'avait pas l'air brisée, elle semblait maîtrisée. Et quand Émilie semblait maîtrisée, cela signifiait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il lui fit signe de s'asseoir dans son bureau. Des papiers étaient soigneusement empilés sur son bureau et des photos de sa grand-mère étaient accrochées au mur. Des rappels constants de la femme qui avait façonné la force d'Émilie. Alors que Jonathan examinait les documents qu'elle lui avait remis, il s'interrompit. « Tout va bien à la maison ?» demanda-t-il avec précaution. Émilie leva les yeux. Ils étaient calmes, profonds, indéchiffrables. « J'ai découvert que mon mari avait une autre femme, » dit-elle doucement. « Elle est enceinte. Il l'emmène dans une clinique et paie pour elle avec notre compte. Je ne veux pas faire de scène, je veux être protégée. » Son silence était lourd de sens. Son ton était factuel, sans dramatisme. Jonathan comprit sans avoir besoin d'en savoir plus. Il hocha lentement la tête et sortit un nouveau dossier portant son nom. « Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils. » Il dit « Premièrement, l'appartement. L'acte et l'original resteront ici, sous clé. Nous préparerons des copies certifiées conformes si jamais vous avez besoin de les montrer. Deuxièmement, documentez tout, les dates, les frais, toutes les preuves que vous trouvez. Troisièmement, ne le confrontez pas tant que vous n'êtes pas prête et que vous n'avez pas de protection juridique. » Émilie sentit quelque chose se mettre en place en elle, le début d'un plan.
Elle lui tendit le dossier qu'elle avait apporté, rempli de copies d'actes, de documents juridiques et de documents successoraux. Jonathan a mis les originaux en sécurité et a noté ce qui devait être préparé. Alors qu'elle se levait pour partir, Jonathan lui a dit doucement « Votre grand-mère serait fière de la façon dont vous gérez cette situation. » Émilie a esquissé un petit sourire assuré. C'est elle qui m'a tout appris. Elle est sortie de l'immeuble, d'un pas assuré, l'esprit concentré. Les pièces du puzzle s'assemblaient, s'alignaient, devenaient claires. Mais alors qu'elle atteignait sa voiture, son téléphone vibra dans sa poche. Un seul message de Marc. « Nous devons parler ce soir. » Émilie ferma les yeux un instant. Elle avait le sentiment de déjà savoir ce qu'il voulait lui dire. Elle ne savait simplement pas encore jusqu'où il était prêt à aller. Le choc la frappa avant même qu'elle n'entre dans la maison. Émilie déverrouilla la porte d'entrée d'une main, tout en tenant ses sacs de courses de l'autre. Le message de Marc, « Nous devons parler ce soir », lui pesait encore sur la poitrine. Elle avait passé les dernières semaines à observer discrètement, à enregistrer des captures d'écran de ses relevés bancaires, à noter ses rendez-vous. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Au moment où la porte s'ouvrit, elle se figea, stupéfaite par un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant dans sa maison. Des rires, doux, enjoués, une voix de femme. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle retint son souffle. Pendant une longue seconde, elle ne put même pas bouger. Son corps réagit plus vite que son esprit, l'avertissant que quelque chose de terrible l'attendait de l'autre côté du couloir. Elle fit un pas en avant, puis elle l'entendit clairement, tout près, sans équivoque. Une jeune femme murmura « Tu es sûre qu'elle ne va pas nous surprendre ?» Tout s'arrêta en Émilie. Le sac de course glissa de ses doigts, le temps ralentit. Une pomme roula, heurta le parquet et rebondit doucement dans le couloir, comme une annonce cruelle de ce qui se passait derrière le mur du salon. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne fit pas un pas de plus. Elle resta là, suspendue entre l'incrédulité et la vérité qu'elle redoutait. Des pas se rapprochèrent. Marc apparut le premier. Il tourna au coin avec l'assurance détendue d'un homme qui se croyait en totale maîtrise. Son expression changea dès qu'il la vit. La culpabilité vacilla pendant une fraction de seconde, mais l'arrogance la étouffa rapidement. Comme la cendre recouvre une flamme mourante. Derrière lui marchait une jeune femme d'une vingtaine d'années, des traits doux, de longs cheveux et une main posée sur son ventre de femme enceinte, très visible. Son nom allait bientôt être connu. Anna, la femme des factures de la clinique, la femme des chuchotements, la femme probablement liée à l'écharpe cachée dans le tiroir d'Émilie. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une inconnue qui était entrée sans hésitation dans la maison d'Émilie. Anna regarda l'appartement avec des yeux brillants et dit d'un ton réconfortant et audacieux « C'est donc ici que nous allons vivre ». Émilie ne dit rien. Elle ne sursauta pas. Elle ne recula même pas. Elle regarda simplement son mari, l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle avait attendu, l'homme qui, selon elle, ne transformerait jamais leur maison en scène de crime et de trahison. Marc s'éclaircit la gorge. « Émilie », commença-t-il comme s'il s'agissait d'une conversation anodine. « Voici Anna. Elle va rester ici avec moi. Nous allons utiliser la chambre principale, alors j'ai besoin que tu fasses tes valises et que tu nous laisses un peu d'espace pendant quelque temps. » Chaque mot avait un poids définitif. Pas d'excuses, pas d'hésitation, pas de honte. Il parlait comme quelqu'un qui croyait que ses décisions étaient incontestables, comme quelqu'un qui croyait que tout lui appartenait, y compris la maison dont elle avait hérité. Émilie le regarda, scrutant son visage, essayant de reconnaître l'homme qu'elle avait épousé, celui qui avait dit un jour qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, celui qui prétendait être brisé par sa force, celui qui lui murmurait des promesses tout en cachant un enfant qu'il avait eu avec une autre femme. Anna bougea nerveusement. Marc posa une main rassurante sur son dos. Un geste intime, protecteur, habitué. Quelque chose se brisa en Émilie, mais la douleur ne se lut sur son visage. Son expression resta calme. Ses yeux étaient vides, d'une façon qui rendait la pièce plus froide. Elle s'agenouilla lentement pour ramasser les courses, remettant chaque article dans le sac déchiré, même s'il tenait à peine. Ses mouvements étaient fluides, réguliers, presque doux, comme si elle manipulait du verre fragile plutôt que les morceaux de sa vie. Marc la regardait avec impatience. « Eh bien, demanda-t-il, comprenez-vous ce que je dis ?
Émilie se leva, lissa ses vêtements et leva enfin les yeux. Sa voix était calme, posée, d'une douceur trompeuse. « Donnez-moi un instant. » Marc sourit, pensant avoir gagné. Anna soupira de soulagement, les épaules tombantes. Mais Émilie ne battait pas en retraite, elle n'était pas brisée, elle n'abandonnait pas sa maison. Dans son silence, quelque chose de puissant s'était réveillé, quelque chose qu'elle avait hérité de la femme qui lui avait appris à protéger ce qui lui appartenait, et quelque chose qu'elle avait déjà commencé à préparer avec son avocat. Émilie se dirigea vers la chambre, chaque pas lent, contrôlé, délibéré. Elle ne partait pas, elle se préparait. Alors qu'elle atteignait la porte, une pensée fugace lui traversa l'esprit. Un avertissement, une promesse, un signe de ce qui allait arriver. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le premier pas. Émilie ferma la porte de la chambre derrière elle avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. Le bruit résonna dans la pièce, aigu, fort, faisant vibrer sa poitrine. C'était comme un cri emprisonné dans le bois. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, haletante. Son pouls battait contre ses côtes, ses doigts tremblaient. Pendant un instant, elle eut l'impression que tout son corps se brisait de l'intérieur, tout ce dont elle avait été témoin quelques minutes auparavant. La jeune femme enceinte, l'arrogance froide de Marc, les mots « laissez-nous tranquilles ». Tout cela s'abattit sur elle comme une vague violente. Ses genoux fléchirent, elle s'agrippa au bord du lit pour ne pas tomber. L'intensité l'envahit, la trahison, l'humiliation, l'incrédulité. Puis, lentement, sa respiration se stabilisa. Son cœur se calma, sa vision s'affina. La tempête en elle ne disparut pas. Elle changea de forme. Elle s'assit sur le bord du lit et leva les yeux vers le petit cadre photo posé sur sa table de chevet. Le visage de sa grand-mère lui souriait, chaleureux, fort, plein de sagesse, celui d'une femme qui avait survécu à l'adversité avec grâce et intelligence. Émilie tendit la main et toucha légèrement le verre. La pièce sembla s'estomper autour d'elle. Un flash de mémoire surgit. Elle était plus jeune, assise à côté de sa grand-mère dans le jardin. Une brise légère, une douce lumière du soleil. La voix de la vieille femme, calme et sérieuse. « Quand quelqu'un essaie de prendre ce qui t'appartient, dit-elle en essuyant la saleté de ses mains, ne crie pas, ne panique pas, ne te bats pas comme ils s'y attendent. » Elle regarda Émilie droit dans les yeux. Laisse-les découvrir à qui ils ont affaire. Émilie déglutit, se souvenant du poids de ces mots. À l'époque, elle pensait que c'était un conseil pour la vie en général. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle en aurait besoin dans sa propre maison, face à l'homme qui portait son nom de famille. Le souvenir s'estompa, laissant la pièce à nouveau silencieuse. Émilie redressa le dos. Les tremblements cessèrent, le choc s'estompa. Quelque chose de plus fort prit sa place. De la concentration, de la lucidité, une compréhension froide. Elle se leva et se dirigea vers sa commode. Le tiroir du haut s'ouvrit dans un léger glissement. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait l'écharpe qu'elle avait trouvée quelques semaines auparavant. L'écharpe dont elle n'avait jamais parlé à Marc. Elle la fixa longuement. Ce n'était pas seulement un vêtement, c'était une preuve, un symbole de la durée de cette trahison qui s'était développée dans son dos. Émilie la souleva lentement, laissant le tissu doux glisser entre ses mains. « Alors c'est à elle, » murmura-t-elle. Sa voix ne trahissait aucune amertume, seulement la vérité. Elle plia l'écharpe une dernière fois et la remit délicatement dans le tiroir. Puis elle le referma d'une main ferme. Pas de larmes, pas de cris, pas d'effondrement. Elle n'était pas une femme détruite, elle était une femme qui se préparait. Émilie se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville en contrebas. Son reflet la fixait, des yeux calmes, une mâchoire serrée. Le regard d'une personne qui avait quitté le rôle de victime pour endosser quelque chose de bien plus dangereux. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Une vibration douce, mais qui, pour Émilie, sonnait comme une convocation. Elle le prit, fixa l'écran pendant quelques secondes, puis composa un numéro qu'elle avait mémorisé depuis longtemps. Une voix calme répondit après la première sonnerie. Jonathan Hale à l'appareil. Elle n'attendit pas, n'hésita pas, n'adoucit pas le ton. « Bonjour », dit Émilie doucement, « c'est moi. » Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la chambre, la porte qui la séparait de l'homme qui pensait pouvoir la remplacer dans sa propre maison. Elle serra le téléphone plus fort dans sa main. « Nous devons mettre en œuvre tout ce dont nous avons discuté. L'autre femme est ici. Il a essayé de l'installer dans l'appartement et de me mettre à la porte. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil,
le genre de silence qui traduisait la compréhension, le calcul et l'élaboration d'un plan, puis une réponse simple. Passez demain pour signer la demande de divorce. J'enverrai par email à l'employeur de votre mari ce dont nous avons discuté et je préparerai un avis officiel pour qu'il quitte les lieux. Soyez prudente ce soir. Ne vous confrontez pas plus que vous ne l'avez déjà fait. Les papiers et la loi parleront pour vous. Émilie a mis fin à l'appel et a posé le téléphone avec précaution. Son regard s'est durci, sa respiration s'est stabilisée. Tout son être semblait aligné sur un objectif qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle laisse rester immobile un instant, écoutant le faible bruit des pas lointains à l'extérieur de la pièce. Marc et Anna bougeaient, parlaient, s'installaient dans leur nouvel espace comme s'ils y avaient toujours vécu. Émilie ne réagit pas, mais lorsqu'elle éteignit la lumière, une pensée silencieuse lui traversa l'esprit. La prochaine fois que cette porte s'ouvrirait, tout changerait. Le bruit de la chaise de salle à manger qui heurtait le sol fit trembler tout l'appartement. Émilie avait tiré la chaise avec une telle force que Marc et Anna sursautèrent. L'intensité dans la pièce arriva comme une tempête, silencieuse au début, mais suffisamment forte pour rendre l'air plus lourd, plus sombre, plus froid. Marc ne l'avait jamais vue agir ainsi. Il l'avait vue triste, il l'avait vue inquiète. Mais cet ordre silencieux était nouveau. « Asseyez-vous », dit-elle, sans élever la voix, sans colère, mais avec une autorité absolue. Marc fronça les sourcils, essayant de masquer son malaise soudain par de l'irritation. Anna s'attarda près du mur du couloir, les bras protecteurs autour de son ventre, ne sachant pas si elle devait obéir. Mais le regard d'Émilie ne laissait aucune place à la discussion. Ils s'assirent tous les deux. Émilie se dirigea vers la table à manger d'un pas lent et mesuré. Elle posa un dossier épais et bien organisé, trop épais pour être un simple document administratif, trop soigné pour être aléatoire. Le genre de dossier qui signifiait planification, collecte, préparation. Marc laissa échapper un ricanement sec. « Qu'est-ce que tu fais, Émilie » demanda-t-il avec une bravade forcée. « Tu vas nous faire la leçon ?»« Parce que franchement, tu devrais. » Émilie ouvrit le dossier. « Je ne suis pas ici pour faire la leçon, » dit-elle. « Je suis ici pour clarifier les choses. » Elle fit glisser le premier document sur la table. Marc baissa les yeux. Il se figea. C'était l'acte de propriété. Son nom, Émilie Carter, était imprimé en gras en haut de la page. Mais dans la description légale en dessous, les dates révélaient la vérité. Acquis des années avant leur mariage, il s'agissait d'un héritage. Seul son nom y figurait, pas de copropriété, pas de litige. Avant qu'il n'ait le temps de se remettre, elle fit glisser le document suivant, le testament de sa grand-mère. La clause stipulait que l'appartement appartenait uniquement à Émilie, hérité avant le mariage, protégé par la loi sur les successions, propriété non matrimoniale, non soumise au partage. Anna ouvrit les lèvres en lisant la ligne qui fit trembler ses mains. Puis vint le détail des finances. Tous les paiements effectués pour l'appartement depuis qu'Émilie en avait hérité. Les taxes foncières, l'entretien, les frais de copropriété, tout provenait de son compte, jamais de celui de Marc. Pas un seul centime. Le visage de Marc pâlit. « Ce n'est pas, ça ne peut pas être », balbutia-t-il. Émilie posa la série de documents suivantes, des photos détaillées qu'elle avait prises en secret, des photos de Marc rencontrant Anna, des photos de lui tenant son ventre, des photos d'eux riant en public, horodatées, géolocalisées, envoyées plus tôt dans la journée à son avocat et à la boîte mail des ressources humaines de son entreprise. Anna eut le souffle coupé. Un petit halètement lui échappa avant qu'elle ne se couvre la bouche de la main. Sa confiance, celle qu'elle affichait en entrant dans l'appartement comme si elle y avait sa place, se brisa en 1000 morceaux. Les épaules de Marc se raidirent, sa mâchoire se crispa, ses yeux se posèrent rapidement sur les documents, à la recherche d'une faille, d'une erreur, de quelque chose qu'il pourrait déformer ou nier. Mais Émilie ne lui avait laissé aucune échappatoire. « Cet endroit est à toi », finit-il par dire d'une voix faible. Il le dit comme un homme découvrant que le sol sous ses pieds n'avait jamais été réel. Émilie le regarda dans les yeux, le visage impassible, la voix si froide qu'elle fit taire toute la pièce. « Oui, Marc, cet endroit est à moi. » Sa main fit glisser un autre document vers lui, une notification légale imprimée le matin même, une notification officielle mettant fin à son droit et à celui d'Anna d'occuper l'appartement, appuyé par le fait qu'Anna n'avait jamais figuré sur le bail ou l'acte de propriété,
et que le nom de Marc n'apparaissait nulle part. Elle leur donnait un délai très court pour partir et les avertissait que s'ils refusaient, elle demanderait une expulsion judiciaire et des ordonnances de protection. Anna retira sa main de sa bouche, tremblante. « Comment peux-tu nous faire partir si vite ?» murmura-t-elle. « Mon bébé, cet appartement, dit clairement Émilie, n'est pas ta maison. Tu es entré sans ma permission. Tu es resté sans en avoir le droit. Tu as cru à un mensonge parce que tu voulais y croire. » Sa voix était assez tranchante pour dissiper toute illusion. Marc se leva brusquement, renversant sa chaise en arrière. « Vous ne pouvez pas faire ça, cria-t-il. C'est ma maison. Je vis ici depuis des années. La réponse d'Émilie fut glaciale. Vous viviez ici parce que je vous y autorisais. Mais cela prend fin aujourd'hui. La poitrine de Marc se soulevait. Il passa une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas, la panique détruisant son arrogance petit à petit. Émilie continua, chaque mot étant précis. « Tu as 10 minutes pour rassembler tes affaires et quitter l'appartement. J'ai déjà appelé la police pour qu'elle soit présente. Ils traiteront cela comme une perturbation domestique, un séjour non autorisé. Ils savent à qui appartient l'acte de propriété. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent d'horreur. « La police » murmura-t-elle. Émilie ne s'y pas. « J'ai signalé une entrée non autorisée et du harcèlement. Je leur ai donné des copies de l'acte de propriété. Ils sont en route pour maintenir l'ordre pendant que vous partez. » La voix de Marc se brisa alors qu'il s'approchait d'elle, sa bravade s'effondrant. « Émilie, ne fais pas ça, s'il te plaît. On peut discuter, on peut trouver une solution. » Elle recula, créant une ligne entre eux. Il ne pouvait plus la franchir. Il n'y a plus rien à discuter. Anna se leva de sa chaise, tremblante, se tenant le ventre, la voix à peine audible. « Je ne savais pas que ce n'était pas le sien, » dit-elle. « Il m'a dit qu'il l'avait payé. Il a dit qu'il possédait tout. » Émilie ne la regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. À l'extérieur de l'appartement, le faible bruit inquiétant d'une sirène se fit entendre. Doux, lointain, mais indubitable. Marc l'entendit, Anna l'entendit, Émilie l'entendit. La dernière vague de terreur se répandit sur le visage de Marc. Émilie rassembla le dossier, le referma d'un coup sec et dit calmement « Ton temps est presque écoulé. » Ma. Alors que les sirènes devenaient plus fortes, Émilie tourna son regard vers la porte, sachant que la véritable chute ne faisait que commencer. Les coups frappés à la porte d'entrée résonnaient comme le tonnerre, fort, puissant, inévitable. Marc tressaillit si fort qu'il faillit trébucher. Anna haleta, serrant son ventre comme si le bruit avait jailli en elle. Émilie ne bougea pas. Elle resta immobile au milieu de la salle à manger, solide comme un roc, les yeux fixés sur la porte. Les coups retentirent à nouveau. « Police, ouvrez la porte. » Cette fois, le visage de Marc s'effondra. Son arrogance disparut, remplacée par une peur si vive qu'elle lui faisait trembler les genoux. Il regarda Émilie comme s'il la suppliait d'effacer la scène qu'il avait créée. « Émilie, s'il te plaît, » murmura-t-il. « Dis-leur simplement qu'il s'agit d'un malentendu. » Mais elle ne le regarda pas, ne répondit pas, ne cligna pas des yeux. Elle dit simplement « La porte n'est pas verrouillée. » 2 agents en uniforme entrèrent, fermes et calmes. L'agent Daniels, une grande femme au regard perçant, s'avança la première. Sa seule présence fit reculer Marc. « Madame, dit-elle à Émilie, vous êtes Madame Carter, n'est-ce pas ?» Émilie acquiesça. « Oui, je suis la propriétaire. L'acte de propriété se trouve dans le dossier sur la table. » L'agent Daniels brandit la copie qu'Émilie avait déjà envoyée par email au commissariat plus tôt, désormais imprimée et agrafée au rapport. « Monsieur, dit-elle en se tournant vers Marc, nous avons reçu un signalement pour intrusion, harcèlement domestique et refus de quitter les lieux. Cette propriété est au nom exclusif de Madame Carter. Elle a officiellement retiré son consentement pour que vous et cette autre femme restiez ici. » La voix de Marc se brisa. « Harcèlement ? Non autorisé. C'est ma maison. J'y vis depuis des années. » Le ton de l'agent Daniels resta professionnel. « Vous avez peut-être vécu ici, mais vous ne figurez pas sur l'acte de propriété ni sur le bail. Pour l'instant, nous sommes ici pour éviter tout nouveau conflit et pour nous assurer que tout le monde parte pacifiquement, comme l'a demandé la propriétaire légale. » Anna fixa les documents, la prise de conscience se répandant sur son visage comme de l'eau froide. « Il a menti, » murmura-t-elle. « Il m'a dit qu'il était propriétaire de cet endroit. Il a dit que son nom figurait partout. Il a dit « Nous serons en sécurité ici. »
Marc se retourna pour donner un ordre. « Anna, ne fais pas ça s'il te plaît, pas maintenant, j'allais tout arranger. » Les agents se placèrent entre lui et le couloir. « Monsieur, » répéta l'agent Daniels, « vous devez rassembler vos affaires et sortir. Vous pouvez parler à votre avocat de vos droits, mais ce soir, vous partez. » Émilie ne dit rien tandis que Marc et Anna étaient escortés pour emballer le peu d'affaires qu'ils avaient apportées. Elle se contenta de regarder, et pour la première fois depuis le début de leur relation, Marc comprit enfin. Elle n'était pas la femme fragile qu'il croyait. Elle avait toujours été plus forte. Il ne l'avait simplement pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Les voisins jetaient un œil depuis leur porte, tandis que Marc et Anna étaient conduites dans le couloir. Certains chuchotaient, d'autres les regardaient ouvertement. Anna pleurait bruyamment, ses larmes mêlées de colère et d'humiliation. « Pourquoi m'as-tu menti ?» répétait-elle sans cesse. « Pourquoi as-tu dit que cet endroit était à toi ? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu pouvais prendre soin de nous ?» Marc s'écria. « J'allais le faire si elle avait juste… » Mais la phrase s'éteignit lorsqu'il aperçut Émilie qui observait depuis la porte de l'appartement, calme, posée et silencieuse. Les agents le guidèrent vers l'extérieur. La porte du couloir se referma et soudain, tout redevint calme. La chute commença rapidement. Émilie n'avait pas besoin de dire un mot. Tout était déjà en mouvement. Alors que Marc se tenait à l'extérieur du bâtiment, confus et tremblant, une berline noire s'arrêta à côté de lui. Un homme en costume en sortit. Marc le reconnut immédiatement. C'était le directeur des ressources humaines de son employeur. « Marc Carter ?» demanda l'homme d'un ton formel. Marc déglutit. « Oui, je suis ici au nom de l'entreprise. » Il tendit une enveloppe à Marc. « Cela concerne votre emploi ?» Marc l'ouvrit d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent les mots, puis s'écarquillèrent. « Licenciement, avec effet immédiat, balbutia-t-il, en raison d'un comportement préjudiciable à la réputation de l'entreprise. » « Les preuves qui nous ont été envoyées ce matin, » dit le directeur d'un ton neutre, « montrent que vous avez utilisé le temps et les avantages de l'entreprise pour mener une liaison et créer une situation familiale hostile. Cela enfreint notre clause éthique et les normes de comportement que vous avez acceptées. » Émilie observait depuis la fenêtre. Les photos qu'elle avait rassemblées, avec leurs horodatage, avaient rapidement fait le tour. Jonathan les avait transmises avec un résumé clair et concis, documentant l'infidélité, l'abus de temps et le risque financier potentiel pour l'entreprise. Les mains de Marc tremblaient violemment tandis qu'il tenait la lettre. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était possible, et c'était le cas. Puis vint une dépanneuse qui arriva lentement, gyrophare allumé. Anna regarda avec incrédulité un homme accrocher la voiture de location de Marc et commencer à la soulever. « Hé, attendez, c'est ma voiture !» cria Marc en courant vers lui. « Non, monsieur !» Le homme le corrigea calmement. « C'est la voiture de la banque. Vous avez 3 mois de retard dans vos paiements. Nous vous avons prévenu. Aujourd'hui, c'est la date de reprise. » Marc le regarda bouche bée. 3 mois. Émilie avait appelé la banque plus tôt dans la journée, non pas pour le punir, mais pour se protéger de toute responsabilité conjointe. Au cours de cet appel, elle avait appris quelque chose que Marc ne lui avait jamais dit. Il était en défaut de paiement depuis des semaines. L'ordre de reprise de possession était déjà prévu. Tout ce qu'elle avait fait, c'était s'écarter et laisser les conséquences arriver. Marc s'effondra sur le trottoir, les mains sur la tête, submergé par la prise de conscience. Anna se tenait au-dessus de lui, les larmes coulant sur son visage. « Tu es un imposteur », pleura-t-elle amèrement. « Tu m'avais promis la sécurité, tu m'avais promis un foyer, tu m'avais tout promis, et tu n'as rien. » Marc tendit la main vers elle, mais elle recula en tremblant. « Je ne peux pas faire ça, je dois penser à mon bébé, » dit-elle, la voix brisée. « Je pars. » Elle se détourna de lui et s'éloigna dans la rue sans se retourner. Marc la regarda partir, brisée. Émilie ferma la fenêtre doucement. Son téléphone vibra. Elle répondit. « Madame Carter, » dit gentiment son avocat, Jonathan. « La demande de divorce est prête, je l'ai déposée. Nous allons faire en sorte qu'elle soit signifiée ce soir. Vous êtes protégés légalement et nous veillerons à ce qu'il ne puisse pas revendiquer l'appartement. » Émilie expira lentement. Un souffle qui sonnait comme une décision définitive.
un souffle qui sonnait comme la liberté. Alors qu'elle mettait fin à l'appel, une pensée douce lui traversa l'esprit. Ce soir, la dernière pièce du puzzle se mettra en place. Au moment où Émilie s'engagea dans le couloir silencieux devant son appartement, le bruit de pas précipités retentit derrière elle comme un avertissement désespéré. Elle ne se retourna pas, elle ne s'arrêta pas. Elle garda les yeux fixés sur les papiers de divorce que Jonathan venait de lui remettre dans le hall d'entrée. La demande avait déjà été déposée par voie électronique. Il s'agissait là de la copie papier qu'elle allait signer et conserver. Elle était à quelques secondes de mettre son signature sur la dernière page lorsque les pas s'arrêtèrent brusquement juste à côté d'elle. Puis Marc s'effondra à ses pieds. Il ne tomba pas, il s'effondra. Ses genoux heurtèrent en le sol si fort que le bruit sourd résonna dans le couloir. « Émilie, je t'en supplie », dit-il d'une voix étranglée, agrippant le bord de son manteau comme un homme qui se noie s'accroche au dernier morceau de bois flottant. Son visage était strié de larmes et de panique. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme arrogant qui lui avait ordonné de quitter son propre domicile quelques heures plus tôt. Ce nouveau désespoir frappa le couloir avec la force d'une tempête. Émilie ne dit rien, ne se pencha pas, ne lui tendit pas la main. Elle le regarda simplement avec des yeux calmes et fixes, les papiers du divorce toujours à la main. « Je t'en supplie, » dit Marc, la voix brisée. « Ne fais pas ça, ne mets pas fin à notre relation. » Sa respiration était saccadée et irrégulière. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il ne pouvait plus respirer. Il essaya de se redresser, mais n'y parvint pas. Le poids de tout ce qu'il avait perdu le maintenait au sol. « Anna était une erreur », pleura-t-il. Cela ne signifiait rien. Elle ne signifiait rien. Le bébé, tout cela n'était qu'un moment de faiblesse. J'ai paniqué. Je me sentais seul. Je ne me sentais pas assez bien pour toi. Il serra son manteau plus fort. Je t'ai choisie, Émilie. J'ai besoin de toi. J'ai juste tout gâché. Il n'avait jamais semblé aussi petit. Pour la première fois, Émilie laissa le silence s'installer. Non pas parce qu'elle réfléchissait, non pas parce qu'elle était indécise, mais parce que c'était le premier moment où il réalisait enfin la vérité, à savoir qu'elle avait toujours eu le pouvoir. Elle s'accroupit lentement pour pouvoir le regarder dans les yeux. Son expression ne trahissait ni colère, ni pitié, ni douceur, seulement la vérité. « Tu ne m'as pas choisi, » dit-elle. Marc la fixa, les larmes aux yeux. « Tu pensais que je t'appartenais. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quel cri. Son visage se crispa de chagrin. Il secoua rapidement la tête. « Non, non, Émilie, ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. « Tu déformes les faits, je... » Elle retira son manteau de son étreinte, le faisant vaciller légèrement, alors qu'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui ne lui appartenait plus. « Tu as essayé de me remplacer, » continua-t-elle. « Dans ma maison, avec mes affaires, avec une femme à qui tu as menti, et tu t'attendais à ce que je l'accepte parce que tu étais sûre que je resterais silencieuse. » Sa voix restait ferme, calme comme la glace, tranchante comme du verre. « Tu ne m'aimais pas, Marc. Tu aimes la version de toi-même que tu voyais quand je te faisais confiance. » Le visage de Marc se décomposa. « Je peux changer. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Laisse-moi réparer ça. » Elle se leva lentement, les papiers du divorce toujours fermement serrés dans sa main. « Je t'ai déjà donné toutes les chances, » dit-elle. « Tu ne l'as simplement pas remarqué. » Marc essaya de se lever, mais ses jambes se dérobèrent en dessous lui. Il s'affaissa, appuyant ses paumes contre le sol, luttant pour garder son équilibre. Ses épaules tremblaient, comme si tout son monde lui avait échappé, et d'une certaine manière, c'était le cas. « Émilie, je n'ai plus rien, » murmura-t-il, la tête baissée. « Plus de maison, plus de travail, plus de voiture. Anna m'a quitté. Je n'ai plus rien. » Sa voix était creuse, brisée. Ce n'est qu'alors qu'elle le regarda avec une pointe de tristesse. Pas pour lui, mais pour les années qu'elle avait gaspillées, croyant qu'il chérirait ce qu'elle lui avait donné. « C'était ton choix, » dit-elle doucement. « Tu as construit ton avenir sans moi. Maintenant, tu peux y vivre. » Et c'est si... Elle recula, le laissant à genoux dans le couloir.
Puis elle se retourna et se dirigea vers l'escalier, ses pas lents, contrôlés, définitifs. La voix tremblante de Marc la suivit. « S'il te plaît, Émilie !» Elle ne répondit pas. Lorsqu'elle arriva en haut de l'escalier, elle s'arrêta. L'air autour d'elle semblait immobile, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour que sa voix lui parvienne. « Ma grand-mère m'avait mise en garde contre les hommes comme toi. » Marc se figea, le souffle coupé, les yeux remplis d'une nouvelle terreur, car cette phrase lui fit enfin comprendre. Émilie n'était plus là pour qu'il la supplie. Alors qu'elle descendait les escaliers, une pensée silencieuse résonna dans son esprit. Et demain, il découvrira à quoi ressemble la liberté sans moi. Le premier coup de pinceau frappa le mur comme une déclaration. Fort, délibéré, définitif. Émilie traîna le pinceau sur le mur du salon avec une force dont elle ne se rendait pas tout à fait compte. La nouvelle couleur vive recouvrit l'ancienne en vagues lisses et lentes. Chaque coup effaçait un souvenir, une ombre, une trace de ce qui s'était passé entre ces murs. L'intensité du moment emplit la pièce. Sa respiration était rapide, presque saccadée, comme si son corps avait besoin de libérer quelque chose qui était resté emprisonné pendant des années. Puis, le rythme ralentit. Ses mouvements ralentirent, ses épaules se détendirent. Elle trempa à nouveau le pinceau, cette fois avec calme. La colère et le choc qui l'habitaient autrefois s'estompèrent pour laisser place à quelque chose de plus calme. La liberté. L'appartement semblait différent, vide mais chaleureux, immobile mais vivant. Comme si l'espace lui-même prenait enfin une longue inspiration. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres, remplissant la pièce d'une douce lumière dorée. Le sol brillait, l'air semblait pur. Chaque recoin semblait plus lumineux, libéré du poids de la trahison qui l'habitait. Émilie recula pour admirer les murs fraîchement repeints. Un petit sourire effleura ses lèvres. Elle passa d'une pièce à l'autre avec une douce détermination. Elle ouvrit les tiroirs, retira les affaires de Marc qui restaient, de vieilles chemises, une cravate, une montre oubliée, les plaça dans une boîte de dons et referma les tiroirs vides avec une sérénité définitive. Elle nettoya les plans de travail de la cuisine. Elle remplaça les vieux rideaux. Elle bougeait lentement, avec amour, comme si elle restaurait à la fois une maison et un cœur. Chaque mouvement était régulier, chaque respiration douce. Chaque action était empreinte d'une force tranquille. Elle fouilla dans son sac et en sortit la photo encadrée de sa grand-mère, la même photo qu'elle avait gardée pendant ses moments les plus sombres. Elle la posa délicatement sur la cheminée. À un endroit où elle la verrait chaque matin, l'appartement semblait à nouveau complet. Elle aussi. Émilie s'assit sur le canapé, laissant son corps s'enfoncer dans les coussins. Une musique douce jouait dans ses haut-parleurs. Douce, apaisante, familière. Elle ferma les yeux et respira profondément, sans précipitation, sans trembler, calmement. Sa voix sortit dans un murmure, comme si elle s'adressait aux murs eux-mêmes. Certaines personnes perdent tout parce qu'elles ont essayé de prendre ce qui ne leur appartenait pas. La lumière du soleil réchauffait son visage, et certains d'entre nous pouvaient enfin respirer à nouveau. La caméra s'éteignit lentement, doucement, la laissant dans la lueur de son nouveau départ. Mais juste avant que le moment ne s'installe complètement, le téléphone d'Émilie vibra sur la table à côté d'elle. Elle ouvrit les yeux. Un petit message non lu apparut à l'écran, envoyé par Jonathan, son avocat. « Il y a encore une chose dont nous devons discuter concernant le règlement et ses dettes. Appelez-moi quand vous serez prête. » Émilie regarda le téléphone, calme mais curieuse, sentant un léger changement dans sa poitrine, comme le début d'un nouveau chapitre auquel elle ne s'attendait pas. Pas à propos de Marc, mais à propos de ce qui l'attendait ensuite. Elle tendit lentement la main vers le téléphone. Son histoire n'était pas encore terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai pris à la créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine